Bonjour à tous, et puis bienvenue donc à ce nouveau webinaire qui va être dédié eh bien, au démarchage abusif et puis aux arnaques. Comment s'en prémunir? Alors, c'est un sujet qui est extrêmement d'actualité, puisque sur notre territoire, on a quand même une recrudescence de sociétés un petit peu moins, je dirais, sympathiques avec l'usager, avec leurs clients. Donc, c'est la raison pour laquelle on a choisi de réaliser ce webinaire. Alors, je me présente, oui, je me suis pas présenté du coup. Philippe Durand, animateur et conseiller à la Maison de l'Habitat. Alors, je vais faire un petit récap de ce qu'est la Maison de l'Habitat pour ceux qui ne nous connaissent pas. La Maison de l'Habitat, c'est un dispositif qui est mis en place par Mouche Communauté pour, créer du lien vers sur tous les sujets, de l'habitat, à savoir les aides, les différents liens vers l'urbanisme, par exemple. Vraiment pour pouvoir répondre à l'usager sur toutes les questions qui peuvent tourner autour du logement. Alors pour cela, eh bien, on a évidemment des conseillers, hein, qui sont à l'accueil. Vous pouvez venir, à n'importe quel moment nous voir, toute la semaine, qui sont là pour répondre à vos questions et on a aussi, tout un panel de permanence auquel vous pouvez accéder par rendez-vous, pour ce qui est du juridique, pour ce qui est, d'évaluation thermique d'un logement, de la prise en charge et de la recherche, sur le dimensionnement des panneaux photovoltaïques, par exemple, aussi. On a vraiment, tout le panel possible et envisageable, à votre disposition. Donc n'hésitez pas à venir nous voir, hein, que vous soyez, propriétaire professionnel, propriétaire bailleur, vraiment tous les habitants de Mouche Communauté sont les bienvenus, chez nous et on se chargera de répondre à vos questions, jusqu'à encore une fois, jusqu'à la visite à domicile, l'évaluation thermique et la préconisation de travaux. Donc voilà, c'est un peu le panel. Bon, je suis sûr que la plupart d'entre vous connaissiez déjà très bien notre service, mais je préfère à chaque fois, en reparler puisque c'est quand même, une volonté forte de la part de nos élus de pouvoir, eh bien vous permettre, d'accéder à ce service. Voilà, bon je vais laisser, maintenant, la parole à nos intervenants, pour vous parler donc encore une fois des arnaques et du démarchage abusif et puis je reprendrai la parole probablement en fin de webinaire, pour conclure tout ça. Je prends la main du coup. Bonjour à tous. Donc ce soir, on sera, 2 intervenants, pour, animer ce webinaire, sur, comment se prémunir des arnaques. Donc tout du long du webinaire, vous pouvez intervenir dans l'onglet discussion pour, poser des questions ou, faire des remarques. On prendra le temps à la fin, du webinaire, de répondre à ces questions et il y aura vraiment un petit temps de questions-réponses et donc ce webinaire, il sera répartis, de la sorte. On va d'abord se présenter. Donc moi, je m'appelle Alexandre, je suis conseiller France Rénov comme Charlie. Alors qu'est-ce que le service France Rénov? Donc c'est le service public national, pour, faire du conseil gratuit, neutre et indépendant, pour les particuliers sur, les thématiques de la rénovation énergétique. Donc ça va être sur, l'isolation, le chauffage, la ventilation, les énergies renouvelables et on informe, les particuliers, sur les aspects techniques et aussi, sur les aspects, financiers, notamment sur les aides financières qui peuvent, exister. Au niveau, à l'échelle de Moche Communauté, donc, comme le disait Philippe, vous avez, aussi un standard téléphonique pour joindre la plateforme France Rénov locale, et sinon vous avez également, la possibilité de prendre, des rendez-vous avec, un conseiller pour, discuter de votre projet avec, des permanences sur, Angers et Beaupré-en-Mauges. Donc voilà, je vais maintenant laisser la parole à Jean-Yves, Bon, une diapo pour présenter très rapidement. Donc, la CLCV, c'est l'abréviation de consommation, logement, cadre de vie. C'est une association loi 1901 qui est représentée nationalement, mais aussi dans les départements. Sur la région Pays de Loire, nous sommes présents sur le 49, le 44, le 72 et le 85. On marche sur deux jambes, hein. Il y a le côté, c'est un peu historique, défense et représentation, hein, des consommateurs locataires, également copropriétaires. Et puis, nous sommes reconnus éducation populaire, prévention et accès au droit. C'est-à-dire que quand on intervient,
On fait en sorte effectivement de rendre les messages les plus pédagogiques et les plus lisibles possibles. Alors, pour commencer le webinaire, avant d'aborder les arnaques et pour éviter toutes mésententes, on va faire une présentation succincte des aides financières qui existent à la rénovation énergétique, parce que la plupart des arnaques ou des démarches abusives peuvent traiter de ce sujet. Donc, on pensait judicieux de faire un panorama général avant de commencer le webinaire. Donc, il y a des dispositifs d'aide financière qui existent pour les travaux de rénovation énergétique. Ils sont multiples, ces dispositifs, et ils ont généralement des conditions relativement communes, donc, qui sont citées sur cette diapositive. Le premier critère à respecter pour pouvoir bénéficier de ces subventions, c'est qu'il faut que les travaux de rénovation énergétique que vous envisagez soient réalisés par un professionnel certifié RGE. Alors, la certification RGE, c'est une certification que passent les professionnels et qui est simplement demandée dans le cadre des aides financières. Et chaque professionnel doit avoir une certification RGE par rapport à son poste par rapport au poste de travaux qu'il réalise. Il y a des certifications RGE spécifiques à la pose de pompe à chaleur, d'autres spécifiques à l'isolation de toiture. Enfin voilà, il y a vraiment des certificats RGE propres à chaque poste de travaux. Ça, c'est le premier critère à respecter. Le deuxième critère à respecter, c'est des critères de terre technique qui sont propres également à chaque poste de travaux. Le critère technique, par exemple, pour les installations de chauffage, ça va être un critère plutôt lié au rendement de l'installation. Pour ce qui va être de l'isolation, ça va plutôt être un critère sur la résistance thermique de l'isolation, qui définit en fait la capacité de l'isolation à empêcher la chaleur de quitter le logement. Le dernier critère à respecter, il faut que le logement ait plus de 2 ans pour toutes les aides financières et pour la plupart des aides financières, il faut même qu'il ait plus de 15 ans. Donc ça, ce sont des conditions, plutôt générales. On peut en rajouter une dernière qu'on abordera, un peu plus tard, dans ce webinaire. C'est que pour la plupart des dispositifs d'aide financière, il faut que les demandes soient faites avant la signature des devis, mais on y reviendra un petit peu plus tard. Donc, généralement, les aides financières, elles sont et en fait, il y a 4 catégories de revenus par rapport aux dispositifs d'aide financière. Les ménages, très modestes, modestes, intermédiaires et supérieurs, qui sont définis par un code couleur, bleu, jaune, violet et rose. Et pour déterminer dans quelle catégorie de ressources vous vous situez, on regarde le nombre de personnes qui composent votre ménage, puis, votre revenu fiscal de référence. Donc, celui qui est utilisé actuellement, c'est celui qui apparaît sur l'avis d'imposition 2022, donc, sur les revenus 2021. Et après, cette catégorie de revenus définit ensuite les aides financières auxquelles vous pouvez prétendre. Donc là, on a un panorama vraiment de tous les dispositifs qui existent en termes d'aide financière à l'échelle nationale. Et encore, il n'y a pas les dispositifs d'aide locale. Donc ça représente quand même un certain nombre de dispositifs. On est conscient que ça fait beaucoup d'informations, mais l'idée, c'est qu'on puisse les présenter brièvement pour que vous ayez quelques notions. Donc, je vais commencer par vous présenter 2 dispositifs d'aide financière sous forme de subventions qui sont ceux dont on parle le plus. Le premier dispositif, c'est le dispositif de MaPrimeRénov', qui est donc la subvention, enfin le dispositif de subvention nationale publique, gouvernementale. Donc, ce dispositif subventionne la plupart des travaux de rénovation énergétique avec des montants différents par rapport à la catégorie de ressources du ménage. Donc, quasiment tous les postes de travaux sont couverts, hein, isolation, chauffage, ventilation. Juste certains postes de travaux qui sont pas couverts par cette subvention, comme par exemple l'isolation des combles perdus. Et ce dispositif, soit on peut le demander sous forme de subvention, travaux par travaux, mais de plus en plus, les aides financières, encouragent la rénovation énergétique, globale. Et donc il y a, aussi, une forme d'enveloppe, pour la rénovation globale qui est donc souvent plus intéressante à demander qu'en travaux par travaux.
Et du coup, là, cette fois, il y a des différences entre les catégories de ménages, ou pour les ménages modestes et très modestes, la possibilité d'être accompagné par un opérateur de l'ANA avec le dispositif qui s'appelle MaPrimeRénov' Sérénité. Et pour les ménages roses et violets, donc intermédiaires et supérieurs, le dispositif qui s'appelle juste MaPrimeRénov' Global. Donc ça, c'est un des gros dispositifs d'aide financière au niveau national qui est public. Et il y a un deuxième dispositif qui existe, ce sont les certificats d'économie d'énergie, qui est cette fois un dispositif plutôt d'ordre privé, puisque en fait, c'est des subventions qui sont allouées par une liste de sociétés en France, dont les fournisseurs d'énergie, les grandes surfaces et puis aussi un certain nombre de magasins de bricolage. Et en fait, ces entreprises sont considérées comme pollueuses et donc l'État les astreint à atteindre un quota d'économie d'énergie. Et pour atteindre ce quota, ils ont la possibilité de subventionner les travaux de rénovation énergétique des particuliers. C'est un petit peu le principe de pollueur-payeur. En finançant les travaux de rénovation énergétique de certains particuliers, ils bénéficient en quelque sorte des économies d'énergie que permettront les travaux. Donc, ce dispositif certificat d'économie d'énergie, ou C2E, est cumulable au dispositif MaPrimeRénov'. Après, il existe d'autres formes d'aide financière qui ne sont pas sous forme de subvention, donc je vais juste rapidement en parler. En fait, il y a la TVA à 5,5%, c'est le taux de TVA qui est appliqué pour tous les travaux de rénovation énergétique. Sinon, il existe aussi des aides financières sous forme d'éco-prêt à taux zéro pour vous aider à financer les travaux de rénovation énergétique que vous envisagez. Mais pour aller un petit peu plus loin sur le sujet, si ça vous intéresse, je vous invite à prendre contact avec l'espace France Rénov' pour pouvoir discuter de ces sujets en lien avec votre projet. Ce sera plus adapté. Donc maintenant, on va commencer un petit peu, rentrer dans le vif du sujet. Et pour ça, on va présenter une petite mise en situation que où on vous invitera après à réagir dans l'onglet discussion. Donc, on peut commencer, Jean-Yves, si tu veux. Donc, c'est parti. Je vais ouvrir, il faut que j'ouvre Bonjour, le monsieur fichier. Vidal, je suis conseiller MaPrimeRénov'. Je vous appelle pour vous proposer une visite gratuite de votre logement pour réaliser un diagnostic thermique et vous aider du coup à faire des économies d'énergie. J'ai juste besoin d'avoir le script sous les yeux. Ah, ok, Voilà, pas de souci. deux petites secondes, que je puisse aller le chercher. Tac, alors. Du coup, la mise en situation sera sous forme d'appel téléphonique. J'ai lancé un sondage le temps que Jean-Yves retrouve ses petites notes. Donc, si vous voulez répondre à un petit sondage pour mieux vous connaître, voilà, ce serait super. Hop, merci. Voilà, je l'ai sous les yeux, autant pour moi, hein. Ok. Et du coup, je Bon, reprends. voilà. Donc, bonjour, monsieur Vidal, je suis conseiller MaPrimeRénov'. Je vous appelle pour vous proposer une visite gratuite de votre logement pour réaliser un diagnostic thermique et vous aider à faire des économies d'énergie. Attendez, pardon, là, vous êtes qui? Parce que ça pourrait peut-être m'intéresser, mais vous dites que c'est gratuit en plus? Oui, alors je suis conseiller mandaté par l'ANA. C'est tout simple. Nous sommes passés dans votre quartier la semaine dernière et donc on a la possibilité de faire une visite de votre logement. C'est gratuit et ça prend pas plus d'1 heure. Simplement pour connaître votre éligibilité, j'aurais juste besoin de connaître votre numéro fiscal et puis votre disponibilité. Attendez, c'est un petit peu rapide tout ça, là, je m'y attendais pas. M'appeler quand je n'avais pas prévu. J'ai pas bien compris ce que vous vendez vraiment, là. Alors, nous n'avons rien à vendre, hein. Nous sommes mandatés par l'État pour faire un état des lieux gratuit des consommations d'énergie de votre logement par rapport à l'évolution de la législation qui va arriver en 2023 liée à la transition énergétique. Cela vous coûtera vraiment rien car en fait, c'est l'État qui subventionne toute cette visite. Nous, tout ce dont on a besoin, c'est juste de votre numéro fiscal. Oui, je vois, oui, d'accord, oui, oui, oui.
Si vous avez votre numéro fiscal et puis votre disponibilité, moi je peux regarder pour prendre rendez-vous pour qu'un conseiller puisse se déplacer chez vous. Et ça pourrait se faire rapidement. Bah, écoutez, je vous donne mon numéro fiscal. Là, c'est le C024, hein, si vous avez de quoi noter, 52 63 58. Hein. Très bien. Et ben, ce que je peux vous proposer là, je viens de voir qu'un créneau s'est libéré. J'ai un technicien qui peut venir dès jeudi 14 h, pile poil pour le café. Ça vous irait? Bah, écoutez, oui, je vous attends pour le café dans ces cas-là. Hein, ça colle. Ouais. Bon, bah, très bien, Monsieur Vidal, vous pouvez juste me confirmer l'adresse qui est bien le 74 rue du Boercé, c'est ça? À Oui, c'est Nantes? bien mon adresse. Oui. Mhm. Ok, très bien. Eh bien, à jeudi. Écoutez, à jeudi. Hein. Donc voilà, là, c'est la fin de la mise en situation. Donc, pour vous faciliter un peu la tâche, on a préparé une liste de questions pour amener vos réactions. Donc, on vous invite à réagir soit dans l'onglet discussion, soit si vous avez besoin de faire une intervention plus, enfin, plus profonde, vous pouvez réactiver votre micro. Juste comme l'enregistrement enfin, comme le webinaire est enregistré, il y a des chances qu'il soit diffusé sur le site de la communauté de communes, c'est tout. Donc, par rapport à cet Réaction. échange, qu'est-ce que vous en avez pensé? Quelles sont les vigilances ou quelles sont les choses qui vous ont un petit peu dérangé dans le discours? Et à votre avis, qu'est-ce qui va se passer probablement après ce rendez-vous téléphonique? Donc, ouais, dans les réactions, on a bonsoir, suite à l'échange, je n'aurais pas donné mon adresse. Oui, c'est vrai que c'est une des informations qui a été donnée ou confirmée pendant l'échange. Selon vous, du coup, quelle aurait été la bonne attitude à adopter pour le particulier qui a été démarché? Ouais, dans les réactions, il y a également ne pas avoir donné son numéro fiscal non plus. En effet, ça fait partie des informations qui peuvent être utilisées à vos dépens. On le verra après par la suite. Et dans les autres réactions, il y a des informations comme quoi France Rénov ne contacte pas directement les particuliers. En effet, on fera un petit peu un détail de cette information par la suite. Et, et quelqu'un d'autre dit qu'il aurait probablement demandé plus de précision par courrier ou par mail. C'est vrai que par téléphone, on peut être un peu pris au dépourvu. Donc, bah, c'est bien, ça, ça a généré des réactions. On va pouvoir du coup passer un petit peu à la suite de la présentation, justement sur un petit peu les droits et conseils de vous, les particuliers. Bien. Alors, on le voit dans les réactions, effectivement, c'est une technologie, la technologie du prête-nom ou de l'usurpation d'identité. Généralement, les démarcheurs se présentent comme un service de l'État, mais ça peut être aussi des fournisseurs d'énergie. Alors, évidemment, on cite les plus connus dans ces cas-là. Généralement, les noms qui reviennent, c'est EDF et Engie. Ça peut être aussi les gestionnaires de réseau, comme Enedis, parce qu'on reste quelque part dans le domaine de l'énergie. On a même vu là, cet après-midi, dans une animation en présentiel, des gens qui se réclamaient du médiateur de l'énergie. Hercule ne voit aucun sacrifice, quoi. Et cette technologie d'usurpation d'identité et du prête-nom est largement utilisée. Et c'est bon de rappeler effectivement que ni France Rénov, ni le médiateur, ni l'énergie, ni les communes ne font de démarchage, quoi. Donc, être démarché par, c'est forcément un risque. Qui plus est, quand vous êtes démarché, vous n'êtes demandeur de rien.
Donc, quelque part, déjà, on vous vole un petit peu votre temps, quoi, hein. Bon, ça, c'est pour le premier sujet, l'usurpation d'identité. Vous pouvez également, effectivement, avant d'aller plus loin sur les devis factures et présence de crédit caché, là, vous pouvez très bien, effectivement, demander, retourner les questions. D'ailleurs, à un moment donné, c'est demander des précisions. C'est une technologie là, qui est vraiment une technologie de défense. Ne pas laisser, on va dire, le démarcheur vous agresser ou vous questionner. Et c'est la technologie, enfin, la technique c'est ça, c'est de retourner les questions. Si le professionnel ne répond pas ou peu, il y a quelque part une forme de risque. Alors, si c'est à domicile, ce n'est pas au téléphone, là c'était au téléphone, mais à domicile, il y a aussi une technique qui est intéressante, c'est de menacer de prendre la personne en photo. On a vu parfois des, des personnes qui ont été démarchées, alors là c'est plutôt à leur domicile, parce que la personne ne veut pas montrer sa carte professionnelle. À ce moment-là, effectivement, il peut être menacé d'être pris en photo. Ça, c'est typiquement le genre de réaction où le professionnel peut retourner les talons. Donc, on rappelle bien, hein, les administrations, oui, c'était la diapo d'après, les administrations ne font aucun démarchage à domicile, donc, et les entreprises qui ont des délégations de services publics, tout autant, enfin, que ce soit l'Enedis, l'ADEME, effectivement, l'Agence nationale pour la nation de l'habitat et France Rénov'. Et dans tous les cas, on voit bien qu'il y a effectivement une forme de promesse d'économie ou d'aide financière. Je reviens un tout petit peu sur le sujet de la promesse, parce que c'est souvent là qu'effectivement, il y a un décalage. Le démarchage en soi, il n'est pas interdit. On peut démarcher aujourd'hui, parce que certains me disent des fois dans nos animations, le démarchage est interdit. Non, le démarchage n'est pas interdit. Il y a certains types de démarchages qui sont encadrés. Il y a des démarchages qui sont interdits dans certaines plages horaires. Et le démarchage en soi n'est pas interdit. Alors, quand est-ce qu'il devient agressif, on pourrait se dire, ou abusif? On peut considérer qu'à partir du moment où il y a eu 2 refus, 2 objections de la part effectivement d'un usager, le démarchage devient agressif. Et ça devient une arnaque quand véritablement, là, effectivement, on a un code de la consommation qui n'est pas respecté. Donc, ça veut dire que là, on est déjà effectivement non plus dans la prévention, mais le litige a eu lieu. Un petit mot concernant la Direction générale de la concurrence et de la répression des fraudes, parce qu'ils ont enregistré, on va dire, plus de 2000 plaintes quand même en 2022. C'est pas anodin, hein. Alors, bien sûr, c'est un chiffre qui est un chiffre national, mais on parle du sujet, là, hein. On parle du sujet de tout ce qui est, on pourrait se dire, fraude ou arnaque à l'économie verte. Alors, dans les 2000 plaintes qui sont enseignées, il n'y a pas que les sujets de rénovation énergétique, il y a aussi des plaintes concernant les fournisseurs d'énergie, qui sont encore assez nombreux. Et lorsqu'il y a des plaintes auprès de la Direction générale de la concurrence et de la répression des fraudes, alors soit c'est fait par un particulier avec une plateforme qui s'appelle Signal Conso, ou alors ça peut être fait aussi par des associations comme les nôtres, comme la CLCV. Et dans ces cas-là, il y a des entreprises qui sont contrôlées par la Direction générale de la concurrence et de la répression des fraudes, entreprises du bâtiment, prestataires et démarcheurs. Et ça veut dire que si eux n'ont pas d'alerte, eh bien, à un moment donné, effectivement, ils ne peuvent pas intervenir ou ne vont pas intervenir de manière ponctuelle. Par contre, s'ils ont des alertes répétées, alors là, très clairement, ils peuvent déléguer effectivement des ressources et surtout faire des notifications auprès des entreprises. C'est un petit peu la peur du gendarme. Pour les fournisseurs d'énergie, bon, ça ne concerne pas le sujet de la rénovation énergétique, mais les chiffres sont encore plus éloquents, puisque alors là, on a une forme d'explosion des litiges, mais pas tant d'ailleurs sur les démarchages à domicile, parce qu'il y en a de moins en moins, ça coûte cher, hein, de déléguer des ressources. Par contre, il y a de plus en plus de litiges sur les démarchages téléphoniques et plus encore sur le numérique. Du coup, ouais, ça fait Des une astuces pour transition. éviter de se faire avoir. Ouais. En fait, il y a, du coup, comme on l'a dit, il y a plusieurs formes de démarchage. Il va y avoir le démarchage téléphonique, comme lors de la mise en situation, du démarchage sur Internet aussi, par mail ou autre, mail, réseaux sociaux. Enfin, il peut y avoir du démarchage en ligne. Et après, il y a le démarchage à domicile. Donc, pour enfin, dans chaque situation, il y a des conseils qui sont à adopter pour tout ce qui va être soit rendez-vous, enfin démarchage téléphonique ou en ligne ou même chez vous. Essayez de donner le moins d'informations sur vous
comme votre numéro fiscal, votre adresse, combien d'argent vous gagnez, combien d'impôts vous payez. Moins d'informations vous donnez, moins d'éléments votre interlocuteur aura. Et en fait, lui, c'est ce qu'il souhaite avoir en fait, hein, en appelant, c'est d'avoir le plus d'éléments possible vous concernant. Évidemment, lors des démarchages à domicile, on essaye de ne rien signer la première fois. On peut parler peut-être, Jean-Yves, des différentes formes de documents qu'on peut nous faire signer lors d'une visite. Ouais, déjà, dans le devis préalable, il y a un certain nombre d'informations qui doivent être communiquées dans le devis. Bah, nous, lorsqu'on s'adresse à des professionnels du bâtiment, généralement, on commence par regarder effectivement ce que contenait le devis, c'est-à-dire toutes les informations préalables que doit requérir un devis. Et s'il n'y a pas effectivement l'ensemble de ces informations, déjà, on a des zones sur lesquelles on peut attaquer le professionnel parce qu'il n'a pas respecté le code de la consommation. Et là, le code de la consommation, il est très, très précis sur les informations préalables que doit fournir effectivement une société dans un devis. Il y a un point important, je fais le lien par rapport aux aides financières tout à l'heure. La précipitation à signer un devis est extrêmement dommageable puisque quelque part, idéalement, il faut avoir des garanties sur les aides financières que l'on va pouvoir obtenir, celles qui ont été présentées tout à l'heure par Alexandre, et ne signer les devis qu'après. Parce que si on signe les devis sans avoir des garanties sur les aides financières, bah c'est là qu'il y a effectivement très souvent des disparités sur le reste à payer. On va dire le reste à charge pour les ménages. Donc, pas de précipitation. Et ce qu'on encourage effectivement à faire, c'est alors on dit retourner les questions et vendre un délai. Je vais en parler à des voisins, je vais en parler à des amis, je vais en parler à des enfants, surtout quand il s'agit de personnes qui avancent dans l'âge. C'est retourner les questions et de vendre un délai, le temps effectivement de comparer, de se donner le temps de la réflexion et, comme c'est mentionné dans ce document, des devis comparatifs. Devis comparatifs, c'est extrêmement important. Et puis, le petit point qui est signalé en dessous, bon, même s'il y a une signature d'accord, les professionnels ont une obligation, effectivement, de fournir dans le bas du document, alors avec des petits pointillés, un coupon de rétractation, donc pour faire respecter le droit qui est le délai de rétractation, qui en fait était pendant longtemps à 7 jours et qui est passé à 15 jours sur la loi Hamon. 15 jours, ça permet d'avoir un petit peu plus de temps pour se rétracter. Et pendant cette période de 15 jours, ce n'est pas mentionné sur le document, mais le professionnel ne peut vous demander aucun paiement, aucun acompte. Alors, lorsque le professionnel vous demande un paiement ou un acompte pendant cette période du délai de rétractation, ce qui peut être perçu par l'usager comme en disant « Eh zut, j'ai payé » est une très bonne nouvelle pour nous, puisque quelque part, on est sûr de gagner. S'il y a un paiement pendant la période de 15 jours, alors là, on peut y aller tranquille. Bien, on sait qu'on pourra effectivement, et si ça doit aller en justice, l'entreprise n'a aucune chance. Et on parlait essentiellement du démarchage téléphonique, numérique et à domicile. Il y a là ce délai de rétractation, il est aussi vrai pour Alors, le les délai de salons. rétractation est valable quelle que soit la forme du démarchage. Il y a juste une exception, et d'ailleurs une exception qui dure depuis des années et pour laquelle nous, CLCV, on demande effectivement à faire évoluer la législation. C'est lorsqu'il s'agit d'une proposition commerciale qui est faite sur les foires et salons. Si vous allez à la foire d'Angers ou de Beaupréau et que vous signez un contrat en matière de rénovation énergétique, eh bien malheureusement, le délai de rétractation ne fait pas foi. Alors, le législateur a demandé effectivement en contrepartie à ce que les offreurs sur un salon affichent très clairement, alors avec une affiche effectivement qui doit être suffisamment lisible et grand format, pour dire le délai de rétractation n'est pas possible. Sauf que pour avoir souvent enquêté avec des collègues de la CLCV, et on l'a fait souvent dans des forums de seniors, on l'a fait à la Beaujoire, au Salon des Expositions, et il est très très rare de voir les professionnels afficher en grand que le délai de rétractation ne joue pas. Donc, grande méfiance quand même sur les foires et salons. Il y a des offres très attractives, mais sans délai de rétractation. C'est un petit peu une anomalie dans le code de la consommation, mais elle dure. Il y a vraiment 3 règles d'or. Lorsqu'effectivement, on va dire, le code de la consommation n'a pas été respecté ou les gens se sont fait piéger. Bon, réagir vite, bien évidemment, on fait référence au délai de rétractation. Ça dit, même si le délai de rétractation est passé
les 15 jours sont passés, il faut quand même réagir vite pour alerter, en parler. On voit parfois dans nos permanences des gens qui viennent avec des dossiers, ça fait 5 ou 6 mois que ça s'est passé, quoi, hein. C'est un tout petit peu plus compliqué pour nous et le temps joue contre nous et contre les plaignants également. Et puis dans tous les cas, constituer un dossier, venir avec ce qu'on appelle les pièces constituantes ou les pièces justificatives avant de nous contacter. Bon, là, on a donné un numéro de téléphone 44, mais on pourra faire la même transposition sur le 49. Et puis, il y a plusieurs liens possibles. Alors, nous, on peut actionner. Alors, bien évidemment, on se retourne d'abord contre le professionnel qui est mis en cause. Mais si ça ne suffit pas, c'est ce qu'on appelle la pyramide de la médiation. On peut effectivement alerter la Direction générale de la concurrence et de la répression des fraudes. C'est un petit peu le grand gendarme du Code de la consommation. On peut alerter le défenseur des droits du département, alors 44, 49, il existe des défenseurs des droits dans tous les départements. Les médiateurs nationaux, donc en l'occurrence, concernant les sujets d'énergie, on peut alerter le médiateur national de l'énergie. Alors pour alerter un médiateur national, juste une petite précision quand même, entre le premier courrier, ça peut être le courrier du plaignant, donc de l'usager ou du client, à défaut d'être le nôtre, mais il faut juste qu'il se soit écoulé 60 jours pour pouvoir faire une saisine du médiateur. Le particulier peut le faire, mais si ça lui fait un petit peu peur, on peut le faire aussi en son nom. Et puis on a, avant d'aller en justice également, des avocats partenaires sur lesquels on peut aussi jouer un peu dans la pyramide de la médiation sur un peu la peur du gendarme et la mise en demeure de réponse, parce qu'on a parfois des professionnels qui ne répondent pas. L'étape d'après, si vraiment épuiser un peu tous ces recours et tous ces liens, bah, effectivement, c'est la démarche en justice, mais c'est celle qu'on cherche à éviter. Mais parfois, elle est nécessaire. Du coup, pour éviter un petit peu toutes ces démarchages abusifs ou d'être exposé à des arnaques potentielles, on a pensé judicieux de vous présenter un petit peu le parcours idéal pour une rénovation énergétique sereine, avec les étapes que vous pouvez suivre pour éviter justement d'être arnaqué. Il y a un parcours idéal, hein, en quelque sorte, lorsqu'on envisage des travaux de rénovation énergétique sur son logement. La première étape, qui est vraiment une des plus importantes du projet, c'est l'étape de définition du projet justement, de savoir, quels travaux on va vouloir faire. Après, il y a une deuxième étape où on fait réaliser des devis. Ensuite, on demande les aides financières. Comme on l'a déjà dit, Jean-Yves et moi, on demande les aides financières avant de signer les devis. Donc, la signature, pardon, des devis, n'est réalisée que quand on a des garanties sur les aides financières que l'on va pouvoir toucher. Et la dernière étape, c'est de réaliser les travaux. Donc comme je le disais, l'étape, définition du projet, c'est vraiment, la plus importante, celle qui va vous permettre, d'avancer, avec un scénario de travaux clair en tête et puis adapté à votre logement. Donc, pour ça, c'est vrai que, bah, l'espace, France Rénov', on est là pour vous accompagner sur cette définition de projet, en discutant avec vous, lors de permanences de votre projet, de votre logement, de votre budget, des travaux que vous envisagez peut-être ou qui seraient pertinents de réaliser, par rapport à l'état du logement. Donc c'est vraiment plutôt, un rendez-vous qui peut être pris à n'importe quel moment du projet, mais, plus tôt il est pris, mieux c'est, pour, que vous puissiez avancer, avec le plus d'éléments possible. Et après, une fois que vous avez un petit peu défini, le scénario de travaux idéal que vous avez en tête, à ce moment-là, vous pouvez commencer à consulter des entreprises, pour qu'ils puissent vous, réaliser des devis. Et comme on l'a dit plus tôt, pour pouvoir bénéficier d'aides financières, il faut que les entreprises soient certifiées RGE. J'y reviendrai un petit peu après, je ferai un focus sur, justement, la manière de trouver des artisans RGE comme ça, de voilà. Et ensuite, une fois que, vous avez plusieurs devis comparatifs, pour pouvoir évaluer un petit peu le sérieux des devis ou des artisans, ou des offres économiques. À ce moment-là, vous pouvez, choisir, le devis qui vous intéresse. Mais avant de le signer, c'est là où on réalise ces demandes d'aide financière, que ce soit les demandes,
de subventions comme MaPrimeRénov' ou les C2E ou le montage d'éco-prêts à taux zéro pour financer ces travaux. Donc, vous montez vos différents dossiers avec vos devis non signés et ensuite, vous recevez une réponse des différents organismes. Les délais, là, sont à peu près entre 1 à 3 semaines avant d'avoir un retour des organismes. Et une fois que vous avez eu le retour positif de ces organismes, à ce moment-là, alors vous pouvez signer les devis et faire réaliser les travaux. Donc, en règle générale, si les premières étapes ont été réalisées dans l'ordre et pas dans la précipitation, les travaux se passent bien. Néanmoins, ça arrive que les travaux se passent mal aussi ou s'arrêtent. Donc, dans ces cas-là, vous avez des recours. Jean-Yves détaillera ça après. Et à la fin des travaux, quand ceux-ci se sont bien passés, après avoir un peu contrôlé par rapport à ce qu'il y avait mentionné dans le devis, tous les travaux ont bien été réalisés. À ce moment-là, l'artisan vous demande de signer une réception des travaux et il vous fournit une facture acquittée qui est la preuve que vous avez réalisé les travaux et payé l'artisan pour pouvoir faire votre demande de versement de subvention. Donc maintenant, je fais rapidement le petit focus sur comment choisir ces professionnels et après je laisserai la parole à Jean-Yves pour vous présenter, les recours, possibles, lorsque ça se passe pas bien avec un artisan ou autre. Donc comme, je le disais, pour pouvoir bénéficier de subventions, d'aide financière à la rénovation énergétique, il faut que les artisans, que vous fassiez intervenir soient certifiés RGE. Donc pour ça, sur le site de France Rénov', vous avez un outil. Je ne sais pas si vous voyez mon écran. Heu, hop, je vais changer mon partage. Vous avez un outil comme ça sur le site de France Rénov' qui recense, quasiment tous les artisans, certifiés RGE de France et qui vous permet d'affiner la recherche par rapport à votre code postal. Donc par exemple, là, vous pouvez sélectionner votre ville, sélectionner un rayon de recherche, 5, 10, 20 kilomètres et ensuite sélectionner un poste de travaux qui vous intéresse. Typiquement, installer un poêle ou un insert-bois et ça vous sort une liste d'entreprises autour de chez vous qui réalisent ce type de travaux. Ça c'est hop, donc c'est une chose, ça vous permet d'avoir une première liste d'entreprises et après, si vous avez la possibilité par le bouche à oreille de vous faire recommander des entreprises, c'est toujours mieux et comme on le disait, on vous conseille de faire plusieurs devis pour, avoir des éléments de comparaison et généralement, dans les devis, il y a un certain nombre d'informations qui doivent apparaître et ça, soit, vous pouvez rencontrer un conseiller France Rénov' qui vous donne un petit peu les détails de ces informations qui sont censées apparaître. Sinon, vous pouvez retrouver les informations aussi, en ligne. Voilà à peu près. Juste un dernier mot avant de te laisser laisser la parole à Jean-Yves. La Le certificat RGE, c'est ce qui est demandé pour pouvoir ce qui est demandé aux artisans pour, que vous puissiez bénéficier d'aide financière en tant que particulier. Heu, le fait que l'artisan soit certifié RGE, ça ne garantit pas, la qualité de son travail ou quoi. Enfin, c'est vraiment, juste une certification qui est demandée relativement aux aides financières. Il y a des artisans, qui ne sont pas certifiés RGE et qui font du très bon travail et d'autres qui sont certifiés RGE et qui font du travail, pas très convenable. Donc là, c'est vraiment, enfin voilà, c'est pas un gage de qualité. Ça enchaîne, juste avant de parler des recours possibles, ça fait le lien effectivement avec la diapo précédente sur les devis. Pour les participants là, qui nous écoutent, je pourrais transmettre à Philippe Durand. On a un document qu'on utilise à la CLCV qui liste et on peut cocher l'ensemble des mentions préalables obligatoires sur les devis.
Donc, c'est très simple à remplir, en fait, hein. Et donc, la personne qui reçoit les devis, avec un document comme celui-là, elle a à peu près toute la liste des courses de ce qui doit être effectivement apparaître. Ce sont des mentions obligatoires et ça fait partie du code de la consommation. Donc, et puis, ça peut aider également les conseillers France Rénov', d'ailleurs, au passage. Donc, si vous en êtes d'accord, je pourrais vous le transmettre dans un format PDF que vous pourrez diffuser aux participants. Alors, lorsqu'on parle d'arnaque, là, quelque part, effectivement, bon, on pourrait presque se dire le mal est fait, c'est-à-dire que la signature a eu lieu, hein. On dit ne pas signer dans la précipitation, mais il se trouve qu'effectivement, la signature a pu avoir lieu. Ne pas accepter la réalisation de travaux sans avoir une visite technique préalable au devis, bon, ça, c'est un peu les prérequis avant. Le devis détaillé avec les mentions préalables, on vient d'en parler. Le délai de rétractation, dans tous les cas, il joue. Alors, 14 jours, 15 jours, on a mentionné 15 jours. Bon, ça dépend si effectivement il y a la notion du samedi ou pas du samedi, quoi, hein. Bon, mais retenez 2 semaines globalement, effectivement, c'est ça qui est important. Et puis, on le rappelle, de ne pas donner suite à des entreprises qui se disent mandatées par des organismes publics. On est dans la prévention. Chose qu'on n'a peut-être pas dit d'ailleurs dans les diapos précédentes, mais qui est important. Vous pouvez très bien demander aux professionnels, au-delà des devis, ses références. Est-ce qu'il a des références locales? Est-ce que tout près de chez vous, il a réalisé des belles rénovations, une transformation avec une pompe à chaleur qui marche bien, etc. S'il hésite un petit peu à en parler, c'est pas bon signe, quoi, hein. On a eu un cas avec un professionnel, je ne sais pas s'il faut encore appeler ça un professionnel. Bon, c'est sur la Vendée, mais quelque part, quand la question lui a été retournée par une personne qui est venue nous voir, il ne répondait pas. Bon, et donc, déjà, ça, ce n'est pas encourageant, quoi, hein. Parce que le bouche à oreille dans le bâtiment, c'est quelque chose qui marche pas mal. Un professionnel qui fait bien son boulot, généralement, il est en capacité à recommander quelques clients. Alors, s'il y a des problèmes pendant les travaux, on en a parlé tout à l'heure, mais rapidement, la Direction générale de la concurrence et de la répression des fraudes, ça va faire maintenant presque 4 ans, ils ont ouvert une plateforme qui s'appelle signalconso.gouv. Donc, quand les choses se passent pas trop bien, on peut effectivement, alors il faut être un peu à l'aise avec le numérique, mais c'est pas trop compliqué. C'est pas une déclaration trop lourde, elle n'est pas trop gourmande en temps, on l'a testé plusieurs fois, en moins de 5 minutes, on peut faire un dépôt, un peu comme un dépôt de plainte en gendarmerie. Sauf qu'un dépôt de plainte en gendarmerie sur des sujets comme ça ne sert à rien. Il vaut mieux directement s'adresser à la DGCCRF ou à la CLC. Et remplir effectivement un litige sur une plateforme, c'est facile. Vous avez le choix de donner ou pas, d'ailleurs, entre parenthèses, vos coordonnées. Vous pouvez rester anonyme. Par contre, il faut quand même déclarer le nom du professionnel, parce que sinon, la DGCCRF ne peut pas faire de notification auprès du professionnel. Et puis, si vous avez la chance d'avoir une maison du droit pas trop loin de chez vous, vous pouvez aussi contacter la maison du droit. Il y a juste une limite quand même. Alors, il y a un annuaire des maisons du droit. C'est que les maisons du droit délivrent uniquement des conseils. Ils ne vont pas accompagner des dossiers. Si vous avez besoin d'un accompagnement de dossier en tant que particulier, ou si vous côtoyez des gens qui ont vraiment eu un problème d'arnaque, et là, il faut un accompagnement de dossier juridique, clairement, hein. Et là, la maison du droit ne fera pas de l'accompagnement de dossier. Alors, généralement, c'est pour ça qu'on travaille pas mal avec les maisons du droit, c'est qu'ils nous renvoient effectivement à ce moment-là les personnes dans nos permanences. Et puis, on rappelle que si on n'est pas d'accord, on peut saisir le médiateur. C'est souvent nous qui le faisons quand même. Alors, la pyramide de la médiation, parce que c'est pas parce qu'on s'est fait piéger que c'est la fin de l'histoire, quoi, hein. Donc déjà, il y a nous, ce qu'on fait généralement quand on fait un document en tête CLCV, on essaie d'être plutôt bienveillant et on fait dans ce courrier une recherche de conciliation. On essaie de pas être trop agressif en fait vis-à-vis du professionnel. D'ailleurs, on ne l'appelle même pas partie adverse, justement pour éviter l'adversité. Donc, on lui demande simplement de répondre à des questions qui correspondent à la demande de l'adhérent, parce que là, on n'accompagne que des adhérents. Alors, une petite parenthèse par rapport à ça. Quand on fait un courrier, effectivement, en tête à CLCV, pourquoi on est obligé de le faire au nom d'un adhérent? Donc, ça veut dire qu'il faut prendre une adhésion. C'est une adhésion de 33 € à l'année, hein, ce n'est pas non plus le bout du monde. C'est parce que si on ne le faisait pas, eh bien, on serait en concurrence avec le monde de la défense et des avocats. Donc, en fait, nous avons une obligation d'adhésion à ce titre-là pour éviter d'être en concurrence avec une autre économie. Bon, sachant qu'effectivement, nous concernant, ce sont surtout des bénévoles qui tiennent les permanences et on a très souvent une ressource salariée partagée au niveau des départements pour les accompagnements juridiques sur le front de la consommation et sur le front du logement.
La deuxième étape, effectivement, c'est la peur du gendarme. Effectivement, c'est l'usager n'a pas obtenu gain de cause et donc nous, on intervient. Alors, généralement, on fait un courrier, on peut en faire deux, on en fait rarement trois. Parce que s'il n'a pas répondu à deux courriers, le deuxième étant plutôt un courrier de mise en demeure de réponse, c'est que généralement, bon, il n'a pas de volonté clairement affichée de faire une conciliation, une médiation. Donc, on ne va pas plus loin. On saisit le médiateur. Et on peut faire les deux, saisir le médiateur national et la Direction générale de la concurrence et de la répression des fraudes. Et puis après, on peut effectivement encore franchir une étape, effectivement, procureur et démarche en justice. Les démarches en justice, c'est de l'énergie à dépenser pour les deux parties et c'est long. Donc c'est du temps et c'est de l'argent. Donc évidemment, l'idée, c'est de l'éviter, mais on a parfois affaire à des professionnels qui ne sont vraiment pas des bons professionnels. Et parfois, la démarche en justice est presque une obligation. Mais là, ça demande au minimum 3 mois et ça peut des fois demander jusqu'à 2 ans. On a des dossiers qui demandent beaucoup de temps. Je mettais un petit mot sur les fournisseurs d'énergie. Alors, ce n'est pas de la rénovation énergétique, mais comme en ce moment, c'est un peu une actualité. Vous savez qu'à la fin du tarif réglementé du gaz, et qu'il y a beaucoup de fournisseurs qui, en ce moment, modifient leur contrat avec cette annonce de fin du tarif réglementé du gaz, et donc transforment leurs offres actuelles en offres de marché. Jusque-là, tout va bien. Sauf qu'ils ne préviennent pas, quand ils transforment en offre de marché, ils ne préviennent pas les clients. Donc, c'est le principe du non-consentement. Et en ce moment, on a quand même 7 fournisseurs qui sont assignés en justice pour non-respect du Code de la consommation, puisqu'ils ont changé les contrats sans consentement du consommateur. Donc, c'est bien de le signaler parce que vous pouvez nous alerter. Et nous, on engage à ce moment-là ce qu'on appelle un recours de masse. Mais pour ça, on a quand même besoin d'appel à témoins. Très souvent, enfin, dans nos permanences, là, je parle vraiment de retour d'expérience, là, lorsqu'il y a un litige, ce litige porte très, très souvent sur le sujet des aides financières parce que les garanties n'ont pas été apportées. Et le deuxième sujet, c'est sur la non-conformité, entre guillemets, du devis qui constitue la promesse, puisque le devis transformé devient, après coup, une commande. Et ces notions de mention préalable obligatoire, un bon professionnel du bâtiment les connaît généralement, et ça veut dire que dans son devis, il les respecte. Déjà, si le professionnel ne respecte pas ces mentions préalables obligatoires, ce n'est pas bon signe. Et c'est souvent le début d'une mauvaise histoire, quoi. Hein. Donc, cette notion de mention préalable obligatoire sur les devis, elle est extrêmement importante en termes de vigilance. Et je pense aussi même pour les conseillers France Rénov', parce que vous êtes aussi en contact avec les publics, vous êtes sur des vigilances techniques au niveau des rénovations. Et là, ça vient compléter sur les vigilances du droit. J'ai beaucoup d'appels sur mon portable. Étant professionnel, je l'ai fait marcher. D'accord, je n'ai pas vu la fin de la phrase, mais hop. Certains sont très convaincants. Oui, mais certains sont très convaincants. Oui, bien sûr, il y a des gens qui sont formés à la démarche commerciale, ils sont formés à la contre-argumentation, ils savent qu'ils ne vont pas reculer à la première objection ou la deuxième objection, et ils ont des arguments effectivement qui peuvent faire foi. Après, nous, il n'est pas rare qu'effectivement, dans les publics que l'on reçoit dans nos permanences, ce qu'on constate, c'est souvent, ça se produit avec des publics qui ont une certaine fragilité, soit ils en avancent dans l'âge, des gens qui sont propriétaires de maisons, pas forcément avec des grosses ressources, qui vivent seuls. Ça, c'est beaucoup d'arnaques. Il y a des arnaques où c'est là, on parle des rénovations énergétiques, mais aussi sur les démarchages à domicile, c'est les mises en conformité. On a pas mal de dossiers sur. On fait peur parce qu'on me dit bah ouais, votre maison n'est pas sécurisée, il y a de l'amiante, votre tableau logement n'est pas aux normes. Enfin, ça fait partie aussi des arnaques qui sont assez courantes. Je me permets d'intervenir aussi. Avec le micro, ça sera mieux. Je me permets d'intervenir aussi. On a souvent, enfin nous qui recevons quand même beaucoup de ménages au quotidien, on s'aperçoit que les foires sont vraiment des points de vigilance. Un exemple concret, hein, foire de Chemillé, septembre, il y avait un installateur photovoltaïque qui est arrivé avec un stand monumentalement grand, de grands vendeurs, et qui a signé pendant 2 jours des installations photovoltaïques. Avec les 14 jours de rétractation, évidemment, les gens qui ont signé ce qui pensait être une étude, c'est transformé finalement en achat.
à un tarif qui était simplement le double du tarif de la petite entreprise locale qui était à moins de 50 mètres d'eux. Donc, une grande vigilance sur les salons, hein, c'est vraiment une chose à vérifier. Alors, on ne parle pas véritablement d'arnaque puisque bon, finalement, on est libre de faire les tarifs que l'on souhaite. Mais soyez vigilants. La meilleure des choses dans ces cas-là, c'est déjà d'une part de ne pas signer sur les marchés, sur les marchés, sur les salons, et puis également aussi de demander des devis locaux. Et là, on s'aperçoit vite que si vous demandez à l'artisan local qui est à moins de 10 km de chez vous, déjà, il va venir engager sa responsabilité lors de l'installation, et puis vous verrez rapidement que les tarifs ne sont pas les mêmes. Et ça, c'est vraiment des choses qu'on voit au quotidien. Si vous appelez des fournisseurs d'énergie pour faire une installation photovoltaïque, je peux vous promettre que le tarif il est doublé par rapport à une installation locale. Ça, c'est une promesse, je vous le certifie. Puis après, nous, à notre maison de l'habitat, on voit beaucoup de gens quand même qui viennent, effectivement, un public assez âgé, qui se fait impressionner, qui se fait prendre ses informations personnelles et qui se fait usurper son identité pour déclarer des audits énergétiques et des tas d'autres choses sur MaPrimeRénov'. Est-ce que c'est vrai que pour les aides financières, quelqu'un de peu scrupuleux peut, à partir de votre numéro fiscal et de votre adresse, monter une demande d'aide financière en votre nom et du coup, pour des travaux fictifs. Et au moment où vous souhaitez faire une demande pour des travaux réels, vous êtes bloqué parce que des demandes ont déjà été créées à votre nom. Ah oui, tout à fait. Mais de toute façon, l'archétype, c'est vraiment entre guillemets de ne pas croire au Père Noël. Sinon une société, par exemple, propose des audits énergétiques gratuites, en fait, elles sont pas gratuites, elles rapportent pour elles. Alors les entreprises qui sont mandataires financières, notamment utilisent ce stratagème qui consiste à déclarer des audits énergétiques auprès des ménages, à sup à prendre leur identité et à se faire, finalement rembourser une audit énergétique qui n'a pas été payante. Et on a des exemples de sociétés parisiennes qui en faisaient 12 par semaine à raison de 500 € de primes par étude. L'exemple qui est cité est révélateur, hein, effectivement. Là, on parle de personnes âgées. C'est vrai que l'âge génère une certaine forme de fragilité. Peut-être aussi une génération qui n'a pas été habituée à dire non, ou qui n'ose pas. Mais quelque part, effectivement, face à un vendeur un peu agressif, la signature peut arriver vite, quoi. C'est quand même une grosse partie des publics qui se font piéger, malheureusement. Et petite précision, alors qui est un petit peu décalée, parce que là, c'est effectivement pas de la rénovation énergétique, mais l'année prochaine va apparaître MaPrimeAdapt', donc dédiée à l'adaptation du logement, auquel nous, on participe en tant que Mouche Communauté. On a des aides locales qui correspondent à la rénovation énergétique, mais aussi à l'adaptation. Et ce nouveau fonctionnement permettra à tout citoyen d'avoir des aides à l'adaptation. Alors, on peut imaginer ça comme étant une value importante, sauf que jusqu'à présent, on ne sait pas s'il y aura la visite à domicile d'un ergothérapeute, entre guillemets, quelqu'un d'assermenté par l'État. Et vu la fragilité de notre population parfois vieillissante, on ne peut que s'en inquiéter. Oui. On va faire preuve d'une vigilance plus. Peut-être qu'il faudra mettre dans la boucle, en réseau, les clics locaux qui accueillent effectivement ces publics-là, et puis faire des interventions plus spécifiques sur MaPrimeAdapt', pour reprendre à date, avec la maison de l'habitant. Sachant que c'est toujours une double peine, parce qu'on a des aides locales, les personnes qui créent des arnaques, généralement, c'est rare quand même, à une exception ou quelques exceptions près sur les territoires. Elles sont généralement éloignées du domicile. Et donc, elles ne font aussi pas appel aux aides locales. Donc, non seulement on subit une arnaque, mais en plus de ça, on n'achète pas le produit à un prix qui correspond à la réalité, sans les aides locales qui sont attitrées. Donc, c'est dommageable à plus d'un niveau. Oui, c'est la double peine, hein, la triple peine. Et je ne parle pas des crédits associés, hein, évidemment.
Mm. C'est vrai qu'on n'en a pas parlé, mais sur la plupart des devis présentant une forme d'arnaque, il y a des petites lignes qui stipulent qu'on engage un crédit auprès d'un organisme pour la réalisation des travaux. Mm. Ça, généralement, c'est feu rouge, ça. Oui. Oui, tout à fait. On a eu des exemples de pompes à chaleur vendues 25 000 € au lieu de 15 000, avec un crédit qui faisait monter la facture à 43 Oui. sans que le Mm. ménage s'en aperçoive. Mm. Mmh. Mm. Ça fait partie, oui, des formes d'arnaque dont on n'a pas forcément parlé, mais qui On a fait un peu moins le focus sur ce sujet-là, mais il est réel. Oui. ouais. Mm. Je ne sais pas du coup si vous avez d'autres questions en tant que participant. Si c'est pas le cas, on va clôturer ce webinaire. Le support de présentation vous sera envoyé donc par mail. Dans le support, il y a des liens cliquables, notamment vers Signal Conso, l'annuaire des maisons du droit, le site France Rénov pour trouver des annuaires, des artisans certifiés RGE. Donc, n'hésitez pas à le parcourir. Et moi, j'adresserai le PDF sur les mentions préalables obligatoires qui pourra être joint effectivement au document. Moi, j'avais juste une remarque, en fait, parce que j'ai la maman d'une amie, en fait, qui a fait des travaux avec un artisan. Et en fait, l'artisan n'a pas fait de fiche de réception. Elle a payé, en fait, la facture, mais l'artisan, en fait, n'a pas fait les finitions. Et du coup, l'artisan traîne à venir, en fait. Et du coup, quel peut être leur recours, en fait, parce que ça arrive souvent, en fait, c'est le problème de soit de personnes seules ou personnes âgées, ou enfin, où il y a un peu la pression de certains. Le recours, ça peut être de contacter, du coup, qu'est-ce que t'en penses, toi, Jean-Yves? Déjà, il y a un principe qu'on appelle l'injonction de faire. À partir du moment où effectivement un devis était transformé en commande avec une signature, il y a de la part du professionnel cette injonction de faire. Et donc, il y a des procédures qui permettent de faire effectivement des saisines simplifiées, en tout cas jusqu'à 30 000 €. Au-delà, c'est un petit peu plus compliqué. Enfin, disons que ça se fait, mais ce n'est pas le même type de saisine. Et donc là, il y a une obligation de réaliser, quoi. Alors après, le gros risque là-dedans, c'est si le professionnel a fondu les plombs entre les deux. Là. Ça, par contre, c'est plus délicat lorsqu'on a affaire à un professionnel qui, effectivement, a déposé le bilan. Parce D'accord. qu'on peut obliger à faire, la société n'existe plus, quoi. Et puis, ben, il y a d'autres qui se sont servis avant nous. Et là, les recours sont un petit peu plus difficiles. Mais cette injonction de faire, obligation de faire, elle fait partie de la loi. Ok, merci. Bah, merci pour votre participation au webinaire, que ce soit aussi C'était bien ça. les participants que les intervenants.